près de 20 ans au Centre Binet. Ça marche, ça? Non? D'abord comme stagiaire, psychologue, puis stagiaire psychothérapeute, puis psychologue. J'ai eu le sentiment d'y trouver des équipes stables, composées de collègues en moyenne sensiblement plus âgés que moi, et pourtant j'avais presque 40 ans. Ces équipes ont été progressivement renouvelées et rajeunies. J'appartiens, je crois, à une génération qui correspond à un creux démographique dans le recrutement du Centre Binet. Peut-être nous incombe-t-il de servir de courroie de transmission entre les plus anciens et les plus récents. Dans un premier temps, celui de ma découverte de ce nouveau milieu professionnel, j'ai surtout eu le sentiment d'observer le fonctionnement de mon équipe. La place d'observateur est riche et instructive, pour citer Didier Anzieux. La violence des émotions est le phénomène de groupe, à la fois le plus patent et le plus masqué. Le plus patent pour l'observateur ou le participant naïf, et le plus masqué pour les intéressés eux-mêmes. Les nouveaux arrivants dans une équipe sont donc souvent les mieux à même de percevoir les phénomènes de groupe. Je me propose aujourd'hui d'essayer de mieux comprendre l'équipe et sa réunion à la lumière de quelques concepts de la psychanalyse des groupes et des institutions. L'équipe dans Binet procède d'un évident emboîtement de cadres. Il y a un seul centre Binet et il y a finalement toujours 8 équipes. Personne ne connaît tout le monde au centre Binet, mais nous connaissons tous les membres de nos équipes et nous entretenons avec eux des rapports réguliers, notamment lors de la réunion d'équipe. C'est notre groupe primaire. Le groupe, c'est le lieu d'accomplissement imaginaire, de désir et de menace. Tous les auteurs qui se sont intéressés au groupe nous enseignent qu'ils sont agis par des états émotionnels inconscients et archaïques qui viennent soutenir ou entraver les tâches rationnelles et conscientes que les groupes sont censés conduire. Les équipes du centre Alfred Binet ont reçu la tâche de traiter des pathologies mentales et psychiques, aussi variées soient-elles, des enfants du 13e arrondissement. Mais chacun perçoit que ce qui nous unit ici, dans cette institution, dépasse cette tâche officielle et procède de mouvements psychiques collectifs, inconscients, qui façonnent aussi la vie psychique de chacun d'entre nous. Donc il y a dans le groupe une dilution entre l'intrapsychique et l'intersubjectif, auquel s'ajoute un troisième niveau de fonctionnement qui est groupal. Ce qui fait toute la force et la difficulté du groupe. Dans le groupe, l'instance la plus opérante est l'idéal du moi. L'idéal du moi ouvre d'importantes perspectives pour la compréhension de la psychologie collective. Outre son côté individuel, cet idéal a un côté social. Il est l'idéal commun d'une famille, d'une classe, d'une nation, écrit Freud dans sa conclusion de « Pour introduire le narcissisme ». L'idéal du moi est le produit, le substitut du narcissisme infantile. Il est une forme de projection vers le futur des espoirs de perfection issus du passé originaire. L'idéal du moi en tant qu'instance sociale, collective, a donc à voir avec le narcissisme du groupe. Et l'institution peut être comprise comme un lieu de nouage de nos différents narcissismes agrégés en un idéal du moi à la fois individuel et collectif. Outre l'idéal du moi, un autre concept nous aide à penser la transmission dans l'institution. Et il a aussi à voir avec le narcissisme. Il s'agit du contrat narcissique qui a été théorisé par Pierra Olagnier. Elle le définit comme le processus par lequel l'individu est lié à sa famille dans la chaîne des générations.
Et René Caès a repris le concept de Pierre Aulagnier pour en élargir la portée au groupe secondaire, pour le traiter non plus sur le plan de la filiation, mais sur les processus d'affiliation. Le contrat narcissique stipule que chaque sujet a inconsciemment l'obligation d'assurer la continuité de l'ensemble social. Et en retour, l'ensemble doit investir narcissiquement l'élément nouveau. Ce contrat assigne à chacun, à chaque sujet, une certaine place qui lui est signifiée par l'ensemble des voix qui tient un discours conforme au mythe fondateur du groupe. Ce discours inclut des idéaux et des valeurs. Il transmet la culture et la parole de certitude de l'ensemble social. C'est par ce discours que chaque sujet doit reprendre à son compte qu'il est relié à l'ensemble fondateur. Au Centre Binet, le contrat narcissique est particulièrement fort. Cela tient à la construction d'un roman institutionnel imparable qui repose sur une sorte de triptyque. Histoire héroïque de la création du secteur, personnalité du père fondateur, René Diactine, et mise en commun d'une référence théorique puissante, la psychanalyse. Où en est ce contrat narcissique? Comment peut-il encore opérer quand le centre n'est plus dirigé par les pédopsychiatres, descendants directs du père fondateur, mais par une équipe grandement renouvelée, formée de psychiatres de la 2e ou 3e génération? Ces dernières années, un gros travail de mémoire a été fait pour rappeler les trajectoires et l'œuvre des pionniers du XIIIe, republier les textes, exhumer les consultations vidéo. La référence et la déférence vis-à-vis des origines assurent sa légitimité à la filiation. C'est un travail de transmission, un ancrage pour penser le présent et l'avenir. Le soin accordé au parcours analytique lors des recrutements, la formation à la thérapie d'enfants dispensée en supervision par des psychanalystes maison, les séminaires permettant d'articuler clinique et théorie, auxquels jeunes et vieux se retrouvent, et la réunion d'équipe sont les porte-voix de ce contrat narcissique. Je vous propose 3 petits signaux qui s'expriment régulièrement dans les réunions d'équipe et que, personnellement, j'interprète comme des manifestations de ce contrat narcissique qui est quand même en grande partie inconscient. Mais comment c'était avant? La psychologie a-t-elle changé? Les familles ont-elles changé? Les soins ont-ils changé? Cette question, lancinante et laissée souvent sans réponse, peut s'entendre comme une adresse aux pères fondateurs, ceux qui ont paré l'institution de toute la force de l'idéal du moi collectif. Comment ces ancêtres idéalisés parvenaient-ils à accomplir la tâche si complexe de l'institution? Cette interrogation, qui s'exprime en général face à des échecs ou des difficultés, confronte l'idéal du contrat narcissique à l'épreuve de la réalité. Qui a de la place? Même si cette formulation est pondérée par des jeux de regard ou par des expressions un peu plus directives, il arrive que l'orientation de thérapie prenne cette forme interrogative très ouverte. Ainsi, le passage entre le consultant et un thérapeute engage la question de la séduction et du désir et réactualise finalement à chaque début de traitement le contrat narcissique. Et puis, ce contrat narcissique, il est également perceptible en réunion d'équipe quand les membres de l'équipe se présentent à un nouveau membre et qu'ils déclinent leur identité professionnelle. Il s'agit là d'endosser une place dans le groupe. Et c'est évidemment l'identité de psychanalyste qui est sujette à débat. Aujourd'hui, il me semble que la plupart d'entre nous préférons décliner notre identité de psychiatre ou de psychologue, ce qui est certainement significatif d'une évolution du statut de la psychanalyse dans le contrat narcissique actuel.
Pour en venir plus spécifiquement à l'équipe 8, quelques éléments de son histoire peut être transposables à d'autres équipes. L'équipe 8 a pendant une certaine période été l'équipe du chef du centre, c'est-à-dire l'équipe de Françoise Maugeot qui l'a transmise à Sarah Bidlowski. Oui, mais bon, moi j'ai connu quand je suis arrivée, t'étais chef d'équipe et t'étais chef du centre. Voilà, mon histoire. Donc il a transmis à Sarah Bidlowski à son arrivée à Binet. L'idéal narcissique des membres de l'équipe se trouvait sans doute renforcé par cette proximité avec la chef. Néanmoins, ce moment de transmission du pouvoir et de transition générationnelle a correspondu ou provoqué une crise aiguë à la tête de l'équipe 8 qui a duré plusieurs années. De cette épreuve difficile, l'équipe, désormais dirigée par Dominique Deillon, a survécu. Si on veut analyser cet épisode, il faut sans doute convoquer Totem et Tabou et le meurtre du père par les fils de la Horde. Comme nous l'apprend Freud, ce meurtre symbolique, cette rivalité fraternelle exacerbée, est une étape vers la construction d'une organisation plus civilisée, d'une équipe plus unie. Plus récemment, mais toujours dans une logique freudienne, on peut citer Patrick Guillemard lorsqu'il écrit « Ce sont les fils, les frères et les sœurs qui, après le meurtre du père, font de cet acte une fondation et un destin, un héritage et un pacte qui instaure une loi. Il appartient aux frères et aux sœurs, aux liens qu'ils construisent, de faire de ce destin un déclin ou un héritage émancipateur. » Pour ce qui est de l'équipe 8, peut-être sommes-nous passés d'une organisation charismatique à une organisation coopérative, d'un modèle patriarcal à un matriarcat plus tempéré. Le fantasme de la bonne équipe nous aurait alors traversés, comme pour réparer le meurtre originaire auquel nous avions assisté ou contribué. En effet, il me semble que cette transformation a eu plusieurs conséquences positives. D'abord, elle a permis de mieux faire équipe, avec un renforcement des alliances et de l'assistance entre les thérapeutes. On l'a vu avec la construction de cothérapies riches et variées, ou avec le partage des bilans. Elle a permis aussi que les places soient mieux différenciées, ce qui est la clé de voûte d'une pluridisciplinarité vraiment effective qui n'abrase pas les identités professionnelles. Enfin, elle a permis l'accueil de jeunes psychiatres en place de consultants, des jeunes psychiatres qui s'appuient, je crois, sur l'équipe pour élaborer leurs difficultés de consultants. Autre élément qui contribue beaucoup à l'identité de l'équipe 8, le fait qu'elle corresponde au secteur de la Porte d'Ivry, à la périphérie de l'arrondissement. Logements sociaux en grand nombre et foyers maternels drainent vers l'équipe 8 une population précaire en grande difficulté psychosociale. Ce poids pèse lourdement sur le travail de l'assistante sociale et sur celui des consultants. Il rejaillit aussi sur la tonalité de la réunion d'équipe. Il est difficile de ne pas être psychiquement attaqué par l'exposé, semaine après semaine, des situations où se succèdent traumatismes répétés, écoles débordées, familles dysfonctionnelles, carences multiples, signalements dénués d'effets, placements calamiteux. La réunion d'équipe doit jouer une fonction d'enveloppe par excitante pour résister à toutes ces attaques et maintenir nos capacités de penser. Nos mécanismes de défense vont de l'usage de l'humour, une défense bien connue des salles de garde, au partage fraternel de notre café gourmand du vendredi. Car la réunion d'équipe est un corps, comme nous l'a montré les ersatz insatisfaisants de réunions Zoom, auxquels nous avait contraint le confinement.
Autre mécanisme de défense, la projection à l'extérieur du mauvais objet, qui est sans doute à l'œuvre dans nos moqueries et plaintes répétées à l'encontre d'une psychologue scolaire du secteur. Il y en a toujours une qui tient le rôle de bouc émissaire désigné. Dans ce contexte difficile, la marge de manœuvre de la réunion d'équipe est étroite. Entre la leçon clinique savante du psychiatre psychanalyste constitue nostalgiquement dans un passé révolu et le traitement ardu d'une réalité qui peut conduire à des réponses concrètes, voire opératoires, chercher en vain un hôpital de jour, réaliser en urgence un bilan pour une orientation scolaire. Mais parfois, nous arrivons à faire circuler de la pensée. Une véritable réflexion s'engage. L'écoute d'un cas qui n'est pas le nôtre nous mobilise. Quelqu'un qui ne connaît pas la famille s'autorise à émettre un avis. La mise en lumière d'un mouvement psychique s'élabore. Nous avons le sentiment de penser ensemble. Une expérience de tissage de pensée se partage. L'équipe occupe alors sa véritable fonction d'espace transitionnel. Elle devient le tiers du tiers. Nous pensons au-delà de ce qui est dit, montré ou demandé. Nous faisons un travail analytique et l'illusion groupale nous restaure narcissiquement. Enfin, je rappellerai simplement que les métiers que nous pratiquons se caractérisent par un apprentissage long et lent. Entrer dans une équipe, y grandir, s'y former, y trouver sa place, évoluer avec elle, rendre des heures, prendre des heures, choisir de s'y engager ou de la quitter pour un ailleurs ou parce que l'heure de la retraite a sonné, tout cela relève de processus professionnels et psychiques complexes qui nécessitent de grands remaniements. Le poids des rencontres, la valeur des passeurs et finalement l'ambiance d'une équipe, notre groupe primaire, contribuent certainement pour beaucoup à l'actualisation du contrat narcissique qui assure continuité et transmission de l'institution. Merci Brigitte.